Bonjour. Notre invité d'aujourd'hui, comme celui de la semaine dernière, M. François Bayrou, est plus jeune que M. Bill Clinton. M. Strauss-Kahn, vous avez 43 ans, vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce et vous êtes socialiste. L'actualité de la semaine va nous fournir la trame de cette heure de vérité. Il y a d'abord cette surprenante sollicitude témoignée par le gouvernement à nos agriculteurs. Je dis surprenante parce que cela fait bien une trentaine d'années que les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, abandonnent les agriculteurs à leur sort européen pour le meilleur et pour le pire. Fallait-il tomber d'un excès dans l'autre et partir en guerre avec autant de violence contre l'Europe et contre nos partenaires? Et surtout, comment allez-vous vous y prendre maintenant? Je dis vous parce que c'est vous, le ministre du GATT au sein du gouvernement. Comment allez-vous vous y prendre pour renouer les fils de la négociation? Alors nous en parlerons avec Alain Duhamel. Deuxième thème de réflexion, la publication concomitante cette semaine de deux résultats qui peuvent sembler à première vue contradictoires. D'abord les résultats du commerce extérieur qui va de mieux en mieux et ensuite les résultats du chômage qui continue hélas de progresser. Le gouvernement est en train de gagner la bataille de la désinflation compétitive, comme on dit, mais à qui en profite? Vous le direz à Yves Messarovitch, rédacteur en chef du Figaro Économie. Enfin, nous parlerons de la révision du procès du milicien Paul Touvier et de l'initiative que le président de la République pourrait prendre pour prendre ses distances avec le gouvernement de Vichy. Nous parlerons aussi de la convention du Parti socialiste qui se tient en ce moment même à la Villette. Vous serez au nombre des candidats désignés ce soir pour partir à la bataille des élections législatives sous la bannière de l'Alliance pour le progrès. Alors vous nous direz de quelle alliance il s'agit et quel contenu il faut donner aujourd'hui au mot progrès. Depuis que vous vous êtes laissé dépouiller par vos adversaires politiques de l'idée de liberté au moment de la guerre scolaire de 1984, de l'idée de réforme depuis que M. Balladur a fait son dictionnaire et la RPR sa campagne d'affichage, de l'idée de morale depuis que les affaires et les scandales se sont enchaînés, et enfin de l'idée de justice sociale par le programme de messieurs Pasqua et Seguin. Alors que vous reste-t-il? C'est quoi être de gauche dans la France de 1992? On attaque tout de suite l'émission Par l'Europe avec Alain Duhamel. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Est-ce que vous l'avez lu alors finalement ce pré-accord entre la Commission et le GATT dont on disait qu'il fallait réagir sur ce sujet alors que personne ne l'avait encore reçu? On savait ce qu'il y avait dedans, on sait comment se sont passées les négociations et on en a eu des rapports parce que la Commission a dit aux différents fonctionnaires des pays. Mais il n'y a pas encore de pré-accord rédigé et d'autant moins que pour qu'il y ait un accord, il faut que les politiques, le Conseil des ministres, donnent son sentiment et on est encore loin du compte. Bon, alors qu'est-ce que les agriculteurs français, en substance, mais pour bien clarifier les choses dès le début, qu'est-ce que les agriculteurs français risquent de plus que la réforme de la PAC qui déjà les avait fait hurler? C'est curieux que vous posiez le problème uniquement par l'agriculture. L'affaire du GATT est loin... Il m'a semblé qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, On non? en a beaucoup parlé, mais oui. L'affaire du GATT est loin d'être une affaire qui concerne uniquement l'agriculture. Et d'ailleurs, elle est loin d'être une affaire qui concerne uniquement la France par rapport à ses partenaires. C'est en fait un problème qui oppose l'Europe aux États-Unis et qui concerne bien d'autres sujets que l'agriculture. Ça concerne les services, ça concerne la contrefaçon, ça concerne les marques, ça concerne beaucoup d'autres choses. Et l'industrie. Et je crois que cette manière de poser la question, dire c'est un problème agricole qui oppose les Français aux autres Européens, conduit à une analyse qui est erronée. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est un problème entre l'Europe et les États-Unis? Parce que depuis que la négociation a commencé, c'était en 1986, les États-Unis ont essayé de nous imposer ce qui les arrangeait. Et eux n'ont parlé que d'agriculture. Leur objectif est simple, c'est de démolir ce que l'Europe a construit en matière agricole pour conquérir une sorte d'arme alimentaire en étant les seuls à pouvoir vendre des céréales et d'autres produits agricoles dans l'ensemble du monde. Mais nous, on a d'autres objectifs. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pour les en empêcher? Mais nous, on s'est battu pour les en empêcher et on passe notre temps à dire l'agriculture, c'est bien, ça fait 10% à peu près des échanges, restent les 90% autres. Et c'est sur ces 90% autres qu'on veut se battre et qu'on veut obtenir des résultats. Quand vous dites que c'est sur ces 90% autres qu'on veut se battre, ça veut dire que vous ne voulez pas vous battre sur l'agriculture? Non, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se batte uniquement sur l'agriculture. Et je crois que nous aurions tort de considérer qu'il ne s'agit que d'un problème agricole. Bon, mais pour être direct, sincère, enfin comme on doit l'être à cette émission, quoi. Vous êtes quand même d'accord que le débat cette semaine a largement
porté sur l'agriculture et que quand on écoutait votre Premier ministre, de deux choses une, ou bien vous êtes en désaccord, si j'en crois ce que vous venez de dire, ou bien alors vous ne lui aviez pas expliqué avant. Non, non, le Premier ministre connaît très bien ses affaires et je suis absolument pas en désaccord avec lui. Enfin, il a parlé beaucoup de l'agriculture quand même. Oui, non, mais on est au point de la négociation où c'est l'agriculture qui est sur la table. Et donc il est bien normal qu'on s'en occupe. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la présentation que je lis un peu partout, que j'ai entendu aussi dire par de bons esprits, dont vous, je crois, Monsieur Duhamel, à savoir que ce problème était fondamentalement un problème agricole, et je crois une présentation qui est erronée. Quand les AGF ne peuvent pas s'installer dans l'État de New York, parce qu'on dit vous êtes une entreprise à capital public, donc vous n'avez pas le droit de venir, ça c'est un problème de GATT. Et c'est un problème qui est aussi important que le problème agricole. D'accord. Alors, la question que je vous avais posée, à laquelle, selon toutes les règles, vous n'avez pas répondu, mais ça prouve que vous étiez fait pour cette émission, la question que je vous avais posée, c'est qu'est-ce que le préaccord auquel on est parvenu apporte comme vrai risque supplémentaire pour les agriculteurs français? Alors, quelle est votre réponse? Alors, nous avons réformé la politique agricole commune au printemps. Et contrairement à ce que dit l'opposition, nous avons bien fait de faire les choses dans cet ordre-là, parce que l'ayant réformé, nous savons maintenant jusqu'où nous pouvons aller et ce que nous ne pouvons pas accepter. Le préaccord tel qu'on le connaît implique des conséquences qui vont au-delà de cette réforme de la politique agricole commune. Par exemple, alors, en substance, sur par quoi? exemple, sur les céréales, par exemple sur la viande bovine, par exemple sur les produits laitiers. Tout donne à penser, c'est les calculs que nous faisons. Nous, c'est la France. Nous, c'est la France. Mais c'est pas seulement la France, c'est aussi les Espagnols, c'est aussi les Belges, c'est un peu les Italiens, c'est pas mal les Portugais. Oui, enfin, la Que si on différence, accepte c'est cet accord, on les entend pas comme nous. que si on accepte cet accord, alors les conséquences sur l'agriculture seront des conséquences qui vont au-delà de ce que les uns et les autres avons mis en place en termes de réforme de la politique agricole commune. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter. Bon, est-ce que vous considérez que la commission, qui était, comme c'est d'ailleurs son rôle, chargée de négocier, l'a fait de façon équitable et l'a fait en tenant compte des intérêts des agriculteurs français, italiens, espagnols, portugais, danois, etc. Je crois que les négociateurs ont fait de leur mieux, mais je crois que ce mieux n'est pas un résultat acceptable. Et par conséquent, il faudra que d'une manière ou d'une autre, ce qui se mettra en œuvre sur la partie agricole du GATT ne soit pas ce qui résulte de cet accord ou de ce préaccord de Washington. Est-ce que les choses ont la moindre chance de se passer convenablement tant qu'il y a une présidence britannique? Ça fait 6 ans qu'on en débat. Les présidences ne durent que 6 mois. Donc, dans votre esprit, les Britanniques ont bien joué le jeu, là, et se sont comportés comme ils le devaient dans toute cette phase de négociation. Je rappelle que c'est la Commission qui négocie, et pas la présidence, si bien que... Il y a des moments où c'était pas évident. Il y a des moments où c'était pas évident. Le ministre britannique est allé à Chicago. l'agriculture. Vous avez raison. Très bien. Vous avez raison. bien. Bon. Mais il reste que c'est la Commission qui négocie et le Conseil des ministres dans son ensemble qui prendra une décision. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on est isolé ou pas isolé? Ça dépend comment on regarde la question. Je vous disais à l'instant, les Portugais, les Espagnols, les Belges, d'autres encore, sont sur des positions qui ne sont pas loin des nôtres. Et d'ailleurs le disent, ils disent nous partageons assez la position de la France, ils disent des choses de ce genre-là. Mais à l'inverse, il est vrai que la France est au premier plan. Elle est un peu le chef de file de ceux qui se battent. Et d'ailleurs, ça n'est pas la première fois dans l'histoire de la construction européenne que la France est plus ferme, plus volontaire qu'un certain nombre d'autres pays. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent ce qu'il faudrait, ce serait pouvoir réouvrir les négociations avec les Américains. Est-ce que ce n'est pas de l'utopie absolue, ça? Non, je ne crois pas que ce soit de l'utopie. Je ne sais pas si c'est ce qui se fera. De toute façon, la négociation, elle n'est pas fermée, puisqu'elle doit continuer sur bien d'autres aspects. Si la France est amenée, d'une manière ou d'une autre, à voter sur ce qui lui est proposé aujourd'hui, elle votera contre. Et j'ai bon espoir qu'on s'en sorte autrement. Autrement dit, vous avez bon espoir qu'on n'en arrive pas là. J'ai bon espoir qu'on n'en arrive pas là et que nos partenaires comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à nous amener là. Vous savez, la solidarité dans la construction européenne, elle a existé à plusieurs reprises. Nous l'avons eue pour les Allemands lorsque les nouveaux Länder ont été associés à la RFA et qu'il a fallu faire des efforts. Nous l'avons eue à l'égard des Anglais lorsqu'ils ont souhaité en matière de politique sociale avoir un rôle, une situation particulière. Aujourd'hui, il faut que cette solidarité joue en faveur des spécificités de l'agriculture française et je pense que nos partenaires peuvent le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut leur demander et comment est-ce que ça peut se passer? C'est l'objet des réunions qui vont se tenir à partir de dans une semaine. Oui. Il y a 2 voies possibles. La première voie, c'est que tout le monde considère, ou un assez grand nombre considère qu'en effet cet accord n'est pas satisfaisant et que par conséquent on retourne le négocier avec les Américains. Et moi, je n'accepte pas l'idée qu'a priori un diktat américain ne puisse pas être repoussé. Est-ce qu'on peut appeler ça un diktat à partir du moment où il y a eu un préaccord avec la Commission? Non, mais il y a eu un préaccord de la part de la Commission qui négocie, et encore une fois, pas de la part des politiques qui sont là pour décider. Vous savez, les Américains... Et la Commission, elle négocie avec un mandat quand même. Oui, elle négocie avec un mandat et on peut penser, c'est tout l'objet des calculs qui sont en cours, qu'elle a outrepassé ce mandat. C'est bien le débat. Si elle a outrepassé ce mandat, il faudra renégocier. Bon, donc l'hypothèse selon laquelle
laquelle on recommencerait une négociation entre Européens et Américains, ça ne vous paraît pas a priori un peu irréaliste? Non, ça me paraît d'autant moins irréaliste qu'il faut la conduire sur d'autres choses. Moi, je suis le ministre de l'Industrie. J'ai beaucoup de domaines dans lesquels je veux passer de nouveaux accords au sein du GATT. Je veux permettre aux industries françaises, par exemple aux télécoms, de pouvoir s'établir sur des marchés américains qui aujourd'hui leur sont fermés. Je veux pouvoir lutter contre la contrefaçon en matière de textile. Il y a des tas de domaines dans lequel il faut encore négocier et il faut aboutir. Et dans ces conditions, la négociation, elle est loin d'être terminée. Donc que sur la partie agricole, on soit amené à y revenir, ne me paraît pas du tout impossible. Bon, et alors, puisqu'on va rencontrer nos partenaires, pour le coup, on va leur demander des compensations ou des dérogations ou des aides. Qu'est-ce qu'on va leur demander exactement? Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer obtenir? Non, mais on leur demandera des compensations ou des choses de ce genre-là que le jour où on sera d'accord sur ce qui oppose les États-Unis à l'Europe. Et alors, à ce moment-là, on s'arrangera entre Européens. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous en sommes toujours à la partie de bras de fer qui est normale entre deux grandes puissances commerciales, entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, voyez-vous, ont échoué dans leur guerre commerciale contre l'Asie, contre le Japon, contre la Corée. Ils n'arrivent pas à pénétrer ces marchés. Ils essayent de reporter ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur l'Asie vers l'Europe. Mais l'Europe n'a aucune raison de se laisser faire. Elle n'a aucune raison de se laisser faire. Et moi, qui suis un très chaud partisan de la construction européenne, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, je ne veux pas d'une Europe vassale, je veux d'une Europe qui se construit éventuellement en s'opposant. Est-ce que le veto qu'on brandit toujours comme l'arme ultime, est-ce que le veto, ça n'est pas en réalité un sabre de bois? C'est-à-dire que pour qu'on puisse l'utiliser, il faut qu'il y ait un texte écrit en forme juridique et que le moment où on utiliserait ce texte, il y aurait une pression formidable des 107 autres pays qui sont partis à la négociation, ce qui fait que on pourrait toujours crier. Je l'assimilerai pas à un sabre de bois, je l'assimile plutôt à la dissuasion nucléaire. Il faut essayer, en l'ayant, de ne pas avoir besoin de s'en servir. Et votre pronostic est qu'on n'aura pas besoin de s'en servir? Mon pronostic, c'est qu'on n'aura pas besoin de s'en servir parce que mon pronostic, c'est que l'Europe saura se ressaisir et s'opposer à une volonté des Américains de nous sortir du marché. Est-ce que vous savez que les Américains, qui prétendent que nous subventionnons trop, qu'il faut tuer notre agriculture, etc., occupent aujourd'hui près de 50% du marché mondial des céréales et nous 13%. Mais ils considèrent que ça n'est pas assez, qu'ils veulent nous sortir du marché et conquérir cette arme alimentaire dont je parlais tout à l'heure. C'est contre ça que nous nous battons. Eh bien, ça, il n'y a aucune raison que nos partenaires européens ne nous rejoignent pas là-dessus. La prochaine étape qui va avoir lieu, ça va être le sommet franco-germanique la semaine prochaine. Le 5 décembre. La semaine prochaine. Dans ce sommet, est-ce que vous pensez qu'on peut au départ être confiant dans la solidarité des Allemands qui vont être déterminants dans cette histoire? J'ai entendu des déclarations du chancelier Kohl qui ne m'ont pas déplu. Et jusqu'à maintenant, la solidarité entre la France et l'Allemagne n'a jamais failli. Donc moi, je crois qu'en effet, ce sommet-là, qui vient très opportunément avant que la négociation reprenne, viendra éclaircir le paysage. En tout état de cause, si, comme je le disais tout à l'heure, nous souhaitons faire en sorte que les choses se passent de façon douce et solidaire, nous ne renoncerons en aucune manière à l'utilisation éventuelle du veto dont a parlé le Premier ministre. Monsieur Strauss-Kahn, si on refait une émission avec vous dans un an, ce qui n'est pas du tout exclu, est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours un système monétaire européen? Je vais vous répondre oui, et je vais vous répondre que je le regrette. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'on aille le plus vite possible vers l'union monétaire telle qu'elle est décrite par le traité de Maastricht. Alors un an, c'est peut-être un peu court. Mais ce que je pense, c'est qu'un des éléments de cette construction européenne forte, justement, c'est la construction de l'union monétaire. Si bien que plus on ira vite, plus on brûlera les étapes, plus nous serons dans une situation qui évitera de connaître les crises qu'on a vues il y a quelques semaines contre la lire italienne, contre la livre anglaise. Mais ce qui est en train de se passer, ce n'est pas au contraire une désintégration du système monétaire européen. Quand on voit la livre qui est en dehors, quand on voit la lire, escudo, etc., est-ce que la pente n'est pas à la désintégration et non pas à la convergence? Non, il y a eu des périodes dans le passé de difficultés de même nature, il y a eu des périodes de crise. Je ne crois pas qu'il faille voir la construction européenne comme quelque chose de doux, une sorte de caramel. Ça, rassurez-vous, je crois que personne ne voit ça comme ça. C'est une succession de crises. C'est une succession de crises sur différents domaines, alors les commerciales, les monétaires, mais chaque fois on l'a surpassé. Et on construira l'Europe dans le fait de surpasser justement ces crises. Donc votre pronostic, c'est que le système monétaire européen, avant qu'on passe à l'union monétaire, que le système monétaire européen peut tenir et est viable tel qu'il est aujourd'hui? Je crois que le système monétaire a été conçu comme quelque chose qui était par nature transitoire avant d'en venir à cette union monétaire, qu'il a des difficultés qui sont assez grandes, par exemple liées au taux d'intérêt un peu trop élevé, qui sont liées aussi aux fluctuations du dollar, et que une des meilleures manières de lutter contre ces difficultés-là, c'est de forcer les feux
pour aller vers l'union monétaire. Et ça, c'est ce qui pourrait être bien en théorie. Est-ce qu'en pratique, c'est possible? Est-ce que ce à quoi on assiste en ce moment, ça n'est pas justement à une divergence des situations économiques et des politiques économiques? Non, mais le rôle des hommes politiques, le rôle de ceux qui veulent construire l'Europe, c'est de faire que ce qui est possible se fasse. Et puisque c'est possible, il faut aller dans ce sens-là. Moi, je veux une Europe qui soit une Europe forte, qui soit une Europe qui s'oppose aux autres si c'est nécessaire. Et un des moyens de le faire, c'est justement cette construction monétaire. Donc quand vous me dites, nous sommes dans une situation difficile, le système monétaire européen est chahuté de tous les côtés, c'est vrai, c'est vrai. C'est difficile de dire le contraire. C'est vrai, mais le moyen d'éviter que nous restions en situation instable, c'est pas de trouver l'équilibre vers le bas, c'est de trouver l'équilibre vers le haut. Et l'équilibre vers le haut, c'est l'union monétaire. Est-ce que l'union monétaire ne peut se faire qu'avec ceux qui sont capables de la faire? Bon, et tous les pays ne sont pas forcément capables de la faire en même temps. Est-ce que l'hypothèse qui circule beaucoup, selon laquelle il y aurait des initiatives et qu'on commencerait à accélérer justement, comme vous le disiez à l'instant, les échéances, mais non pas au niveau global, mais avec les pays qu'ils peuvent, avec l'Allemagne, avec le Benelux, peut-être avec le Danemark, en tout cas avec la France, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vraisemblable? C'est un débat qui est ouvert, en tout cas. Le fait de savoir si, dans la mesure où on voudra avancer, il faudra avancer avec certains seulement, avec d'autres ensuite, est un débat qui est ouvert. Mais justement, c'est ce débat-là, la solution à ce débat-là qui permettra de savoir quels sont les délais. Ce qui est sûr, en tout cas... On le saura quand? À mesure que la discussion se fera et que... Alors, la discussion se fera quand? La discussion existe maintenant. Enfin, s'achèvera quand? Non, mais je ne veux pas fuir votre question. La discussion existe, vous la posez vous-même. Vous dites le système monétaire est chahuté, qu'est-ce qu'on va faire? La manière dont l'ensemble des économies peuvent discuter de ça, de savoir si elles veulent avancer, celles qui le peuvent avancer en se réunissant, les autres suivant derrière, est justement au centre du débat aujourd'hui. Mais je crois pour ma part que c'est la voie. Est-ce que l'Union européenne, qui a quand même occupé largement le premier semestre de cette année, n'est pas mort-née aujourd'hui? Non, je crois pas. C'est le retour sur votre question initiale. Si on croit que le problème qui nous oppose aux États-Unis est en fait un problème intra-européen, alors on peut se dire, on a beaucoup voulu parler d'Europe en septembre, par exemple, à propos du référendum en France, et puis aujourd'hui, on voit que les choses se délitent. Mais si on conçoit autrement, qu'en fait tout ça, c'est une manière pour l'Europe d'exister, et que exister, ça consiste à ne pas passer sous la table à la première algarade avec les États-Unis, alors je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui renforce, au contraire, la nécessité de ce qu'on a voulu construire avec Maastricht. Par exemple, vous pensez qu'en ce moment, l'évolution de la Grande-Bretagne depuis quelques mois va dans le sens d'une accélération de sa ratification à Maastricht? Non, je crois et je regrette que la situation anglaise soit celle-là. Je crois que ça prendra du temps pour arriver à la ratification par les Anglais. Mais vous croyez qu'ils y arriveront? Je crois qu'on y arrivera, oui. Je crois qu'on y arrivera. L'année prochaine? Le Premier ministre, M. Major, a annoncé des délais que je crois bien longs. Je regrette qu'ils soient aussi longs, mais ça, c'est leur problème. Je crois en tout cas qu'on y arrivera, en effet. Mais encore une fois, on a d'autant plus besoin d'y arriver que les problèmes de la France, c'est vrai pour les autres pays aussi, mais les problèmes de la France face au reste du monde aujourd'hui sont bien des problèmes européens et pas des problèmes isolés de tel ou tel pays. Dernière question, quand on regarde ce qui vient de se passer au cours de la négociation entre l'Europe et le GATT, quand on voit ce qui se passe à propos du système monétaire européen, quand on voit les délais en ce qui concerne la ratification de Maastricht, qu'est-ce qui va bien en Europe en ce moment? Vous savez, l'Europe est constituée d'un certain nombre de pays qui, chacun à leur moment dans l'histoire, ont dominé le monde. C'est vrai des Français, des Espagnols, des Portugais, même des Grecs, c'est vrai des Anglais, etc. Et on tente ensemble de faire ce qui s'est jamais fait dans l'histoire, c'est-à-dire de réunir ces pays, non pas par la force, mais par la volonté démocratique. S'étonner qu'à des moments ce soit difficile est un peu naïf. C'est évidemment très difficile. C'est très difficile, c'est une expérience qui n'a jamais été tentée et qui, de mon point de vue, est en train de réussir, même s'il y a des moments qui sont pénibles. Mais ce qui va bien, c'est que finalement, chacun a comme la volonté d'avancer. Je vous citais tout à l'heure ce qu'on a fait pour les lenders allemands. Quand les Allemands sont venus taper à notre porte en disant « nous avons besoin de votre solidarité », ils l'ont trouvé. Eh bien, je suis sûr que donc sur les autres crises, on aura la réciproque, exactement. Voilà, merci Alain Duhamel. Alors, on enchaîne maintenant avec Yves Messarovitch, rédacteur en chef du Figaro Économie et ancien élève du professeur Strauss-Kahn. Hein, Yves. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Professeur. Ce sont les cheveux blancs qui font que finalement on finit par retrouver de ces élèves dans des fonctions importantes. C'était il n'y a pas si longtemps. Une première question, si vous le permettez, concernant la vente de Mirage à Taïwan. Je n'ai toujours pas compris si on les avait vendus ou pas. Les Américains qui en ont vendu 150, nous 60, n'ont pas les mêmes pudeurs. Alors est-ce que c'est signé ou pas? C'est Pékin qui nous dit que c'est signé. Le gouvernement français n'a eu à approuver aucun accord en ce sens. Les entreprises ont été autorisées à négocier. Je n'ai connaissance d'aucun accord. Nous n'en saurons pas plus aujourd'hui.
Bien. Question plus générale sur l'économie française. Vous lisez la presse tous les jours. Il y a en fait deux diagnostics sur la situation actuelle. Il y a celle que nous livrent les statistiques officielles, l'INSEE, etc., qui disent qu'en moyenne, l'économie française se porte plutôt bien. Elle se porte même mieux d'ailleurs que ses partenaires européens, voire extra-européens. C'est exact, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aussi le diagnostic qu'on recueille sur le terrain, qui est celui des chefs d'entreprise, qui nous disent c'est plus possible, on ne passe plus la rampe, on va tout droit vers une situation semblable à celle des années 30. Alors qui dit la vérité? Un peu les deux. Un peu les deux. La France a une situation économique qui est plutôt meilleure que celle de ses voisins, ça c'est clair. À part le Japon, il n'y a pas de taux de croissance supérieur au nôtre, même si le nôtre est trop faible. Notre inflation, chacun la connaît, est maintenant très en dessous de celle de nos voisins. Qui aurait dit ça il y a une dizaine d'années quand même? Et notre commerce extérieur, que François-Henri de Virieux saluait tout à l'heure, dont je le remercie aussi, est revenu de façon, je crois, assez stable pour un assez grand nombre d'années dans une situation excédentaire. Là aussi, qui aurait dit ça il y a 10 ans? Donc globalement, notre économie française va en effet, comme mais la question, c'est pas ça. La question, c'est pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de mourir guéri, quoi? Non, bon. ça c'est une formule amusante, mais on meurt jamais guéri. Quand on est guéri, on est guéri. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de secteurs qui vivent mal la situation actuelle parce que globalement, la croissance est trop faible. Et ça, c'est vrai. Et donc, il est facile. Moi, je rencontre dans mon bureau de ministre de l'Industrie régulièrement des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant, là, ça ne va pas, on va être obligé de fermer. Et il y a des secteurs qui sont très sinistrés. Ça, c'est vrai aussi. Autrement dit, l'économie française est assez largement guérie. Et en ce sens, elle est aujourd'hui une des plus puissantes, une des plus restructurées, une des plus renforcées de l'ensemble de la planète. Mais comme l'ensemble de la croissance mondiale est aujourd'hui beaucoup trop faible, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, la situation est difficile, même en France. Comme l'a dit M. Sapin à votre place il y a 15 jours, on a la plus belle voilure du monde, mais il n'y a pas de vent. C'est une belle expression. Voilà. Cela dit, il y a des grandes entreprises qui se portent très bien, ce sont celles qui sont d'ailleurs sous votre tutelle pour une grande partie, mais il y a le monde des PME qui sont souvent sous-traitantes de ces entreprises et qui ne comprennent plus la situation. Ils ont des bons produits, les banquiers n'ont rien à leur reprocher, ils gèrent bien leurs entreprises, mais ils mettent la clé sous la porte à cause des taux d'intérêt notamment. Ça ne passe plus. Et à cause d'une croissance d'ensemble qui est trop faible, et c'est pour ça que l'initiative qui a été avancée par plusieurs, notamment par Jacques Delors, reprise en France par Michel Sapin que vous évoquiez tout à l'heure, sur la volonté de mettre en place une initiative européenne de croissance, c'est-à-dire par des grands projets d'infrastructure relancer la croissance de l'Europe, est une initiative qui est absolument indispensable. Parce que la voilure que vous évoquiez tout à l'heure est en place. Les grands groupes français, vous en disiez un mot, sont maintenant redressés. Qui aurait dit il y a 5 ou 6 ans que Usinor serait la seconde entreprise sidérurgique au monde, après les Japonais, plus forte que British Steel, plus forte que les Allemands, plus forte que les Belges. On n'aurait pas donné un centime de cette entreprise-là. Aujourd'hui, Usinor est là. Je prends cet exemple, on pourrait en prendre plein d'autres. Regardez la situation de Renault. Nous avons donc, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, des entreprises qui ont retrouvé leur puissance, et c'est vrai que le marché fait défaut. Alors s'il y a un rôle à remplir, c'est de recréer ce marché, et notamment au niveau européen. Alors, vous dites que les grandes entreprises se portent mieux. Je vais vous donner un exemple. Péchinet, par exemple, qui est une entreprise publique, a annoncé pour la semaine prochaine un programme de restructuration qui va se traduire par un certain nombre de centaines d'emplois. Air France est également dans la même situation. Ils ont 4 milliards de pertes cette année. L'année prochaine, ils en auront moins, mais ils en auront encore. Là aussi, il y a des suppressions d'emplois importantes à régler. Alors ma question est celle-ci. Il y a, au-delà de la situation macroéconomique, un certain nombre de bombes à retardement, si je puis dire, qui n'ont pas été réglées, notamment en matière de chômage. Alors jusqu'où, d'après vous, les grandes entreprises publiques vont-elles pouvoir continuer à supprimer des emplois ? Je ne dirais pas que le chômage est une bombe à retardement. Le chômage, on peut le regarder d'un point de vue statistique, on peut aussi le regarder autrement. Et tous ceux qui sont des élus dans des villes ou dans les circonscriptions savent que ça a une réalité plus concrète, plus sociale. Moi, je suis l'élu de la banlieue parisienne. Il y a une large partie de la population avec laquelle je travaille qui est au chômage. Et ce n'est pas un problème de statistique globale, c'est un problème concret. J'ai une fille qui a 19 ans. Si elle doit se retrouver au chômage dans 1 ou 2 ans, c'est pour moi un problème qui dépasse très largement un problème d'ensemble ou d'appréciation macroéconomique. Maintenant, c'est vrai aussi que nous avons cette donnée-là. Jusqu'à quand les grandes entreprises doivent-elles faire cela ? Vous savez, nous avons en France une particularité qui est que nous attachons plus que d'autres, du prix au remplacement du travail de l'homme par le travail de la machine. Alors, tout le monde le fait, c'est le progrès technique qui s'incorpore dans les entreprises, mais plus que d'autres. Et il y a de très nombreux exemples qui montrent qu'on aurait pu faire autrement. Je vous en cite juste un pour illustrer cela. Nous avons développé beaucoup plus que d'autres les pompes à essence automatiques. Ce n'est pas obligatoirement très pratique. Moi, quand je vais prendre de l'essence, je ne suis pas obligatoirement ravi de devoir me servir moi-même et de me mettre de l'essence sur les pieds. Il reste que nous avons fait beaucoup plus que d'autres, parce qu'en France, la machine, c'est moderne, et si c'est moderne, c'est bien. Beaucoup plus que chez nos voisins. La conséquence, c'est qu'il y a 30 000 emplois dans ce petit exemple des pompes à essence qui auraient pu être préservés. Et on peut trouver des tas d'autres exemples comme ça.
Partout dans le monde, le fait d'avoir des gardiens d'immeubles est considéré comme un luxe et comme un plus. En France, on les a tous supprimés pour mettre des visiophones ou des digiphones. Autrement dit, la société française a cette difficulté particulière que s'il faut incorporer la technique, ça tout le monde est d'accord, il faut essayer de l'incorporer sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. Et cela, dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de secteurs, on ne le fait pas. La conséquence, c'est qu'on a un nombre de chômeurs parfois supérieur à ce qu'on pourrait avoir. On ne peut pas complètement passer par pertes et profits les statistiques. Est-ce que vous pensez que M. Bérégovoy a raison de dire que nous ne franchirons pas le cap des 3 millions de chômeurs avant les élections législatives? On y est, on frôle les 3 millions. Fin octobre, 3 millions 10 000 chômeurs. Or, il n'y a pas de chômeurs CVS, ça n'existe pas dans la rue, il y a des chômeurs bruts. Donc la barre des 3 millions était franchie. Oui, moi, je crois pas qu'il fallait faire un combat de chiffres symboliques. On se fixe des objectifs, c'est normal. Le problème n'est pas de savoir vraiment si on franchit ou si on ne franchit pas cette barre. Le problème est de savoir ce qu'on fait pour essayer de lutter contre. Et le programme que le Premier ministre a lancé, par exemple, sur les chômeurs de longue durée, il a raison de s'attaquer à cette catégorie-là de chômeurs tout particulièrement, est un programme qui, s'il ne résout pas tous les problèmes, a donné un certain nombre de succès déjà. Vous avez vu que la durée du chômage a baissé d'une vingtaine de jours. Vous avez vu que ce nombre de chômeurs de grande durée est en train, lentement, c'est vrai, mais est en train de décroître. Et c'est ça qui compte. C'est vrai, mais c'est vous qui avez dit aussi, au moment où vous êtes arrivé au pouvoir, nous allons réduire le chômage. Et vous avez donné des chiffres. Vous pensez en 81 ? Je pense en 80. Vous avez raison. Je pense vous pas, avez raison. Vous avez raison. On avait fixé comme objectif premier de réduire le chômage et on a trouvé une société, notamment une économie, qui avait suffisamment besoin d'être remis sur pied pour que ce ne soit pas possible tout de suite. Et que les gens nous le reprochent aujourd'hui me paraît normal. Ça me paraît normal. On leur avait annoncé qu'on ferait quelque chose, on n'a pas réussi à le faire. On a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir finalement redresser les choses, mais on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là. C'est normal qu'on nous le reproche. Mais si on n'était pas passé par là, si on n'était pas passé par là, si on n'avait pas redressé les entreprises, le commerce extérieur, l'inflation, comme on l'a fait, l'économie française en aurait crevé. Et aujourd'hui, on n'en serait pas à dire est-ce qu'on va passer ou pas à la barre des 3 millions de chômeurs, on serait malheureusement sans doute bien au-delà. Reconnaissez qu'il y a quand même un paradoxe. En 82, on nationalisait pour créer des emplois. En 92, on a recours aux privatisations partielles pour financer le chômage. C'est plus qu'un revirement idéologique. Il s'est vraiment passé quelque chose entre que les Français n'ont pas compris. D'abord, il s'est passé entre, je l'évoquais tout à l'heure à propos d'Usinor ou Renault, que les entreprises publiques en question ont été redressées. Et aujourd'hui, comment en partie ? Regardez Renault. Il peut y avoir des entreprises où... Air France, c'est évident que ce n'est pas encore fait. Non, il peut y avoir des entreprises pour lesquelles le redressement ne soit pas fait. Mais le nombre d'entreprises publiques qui ont été redressées est considérable, vous en êtes d'accord. Bon. Que maintenant, on se pose la question de savoir si, dans les 10 ans qui viennent, il faut conserver un secteur public qui est la même taille ou plus faible, c'est une bonne question. Moi, je crois que la France a besoin d'un secteur public et je crois que la volonté de tout privatiser que je constate à droite est absurde. Maintenant, il faut avoir les critères sur lesquels on veut conserver quelque chose dans le secteur public. Et ces critères-là, ils sont pour moi relativement simples. Par exemple, tous les domaines à grand risque dans lesquels on ne voit pas le capitalisme privé investir suffisamment. Moi, j'ai fait en sorte, depuis un an, que dans les composants électroniques, qui seront la base de toute l'industrie dans les années qui viennent, nous ayons une production européenne et si possible française. L'accord passé avec les Italiens, qui a été annoncé récemment, vous l'avez vu, est un accord qui va permettre cela. S'il faut, exactement, dans SGS Thomson, s'il faut que l'État s'en occupe, s'il faut que l'État intervienne, c'est tout simplement parce que le marché ne le fait pas. Si le marché le faisait, il n'y aurait pas besoin de l'État. Mais le marché ne le fait pas. Alors c'est simple, ou on le fait à l'aide de capitaux publics, ou on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, il n'y aura plus d'industrie européenne, en tout cas plus d'industrie française dans 10 ans. Dans une voiture aujourd'hui, il y a 15% de composants électroniques. Dans 10 ans, il y en aura 25%. Si on est obligé de les acheter à l'étranger, on n'aura pas le dernier modèle, on les paiera plus cher, on ne sera pas livré dans les délais, on ne sera plus capable de faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Clio, la R19 ou la 205 se vendent en Allemagne comme elles se vendent. Alors, donc on a besoin de ça et seul l'État dans un pays comme le nôtre est capable de le faire. Pour cela, il faut de l'argent. Oui. Il faut de l'argent, vous n'en avez plus. Et ça m'amène à la deuxième bombe à retardement dont je parlais tout à l'heure, c'est la dette. Vous savez que la dette a beaucoup augmenté durant 12 ans, elle a été multipliée par 5, je crois, même davantage. Les deux déficits budgétaires successifs, 92-93, vont l'alourdir encore de 400 milliards. Ça fait autant de moins, si je puis dire, d'argent disponible pour les dotations en capital. Jusqu'où pourrez-vous laisser filer le déficit et la dette ? Voilà, M. Messarovitch transformé en harpagon. Non, je lis les chiffres. Les entreprises ont commencé à se développer au XIXe siècle et encore plus au XXe siècle, quand le crédit bancaire leur a permis d'emprunter pour investir. L'emprunt n'est pas en soi quelque chose de critiquable. Il ne faut pas emprunter plus qu'on en a besoin et surtout plus qu'on ne pourra rembourser. Mais croire que parce qu'il y a une dette publique, l'État se porte mal, c'est un raisonnement qui évidemment est simpliste.
Alors, on peut se poser la question de savoir si on a trop de déficit ou on n'a pas trop de déficit, ça c'est vrai. Mais en soi, le fait de devoir emprunter, c'est ce que font toutes les entreprises pour se développer, et si elles ne le faisaient pas, elles n'existeraient plus. Pourquoi est-ce que ce qui est vrai pour les entreprises ne serait pas vrai pour l'État? C'est vrai pour l'État aussi. Il faut être capable de mesurer cet endettement, ne pas aller au-delà de ce qui est raisonnable. C'est vrai aussi pour tout un chacun qui achète une maison. Il faut être capable de le mesurer. Alors mesurons. Est-ce que nous avons un déficit exagéré par rapport à notre économie, par rapport à nos voisins? Vous savez bien que non. Vous savez très bien que nous avons un déficit budgétaire qui, s'il est plus important aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a un an parce qu'il faut soutenir l'activité économique, reste inférieur à celui de la plupart de nos voisins. C'est les fameux critères de convergence qui permettent de construire l'union monétaire chère à Alain Duhamel. Donc, ce qui est la bonne question, c'est est-ce que nous nous endettons trop? Et là, je réponds non. Ce qui est la mauvaise question, et que pose l'opposition tous les jours, c'est de dire « Oh là là, nous avons des dettes ». Mais toutes les entreprises qui vont bien ont des dettes. Et de ce point de vue, le fonctionnement de l'État n'est pas différent. 2 observations sur la dette, si vous le permettez. 2 000 milliards de dettes publiques, le cap est franchi, et ça va continuer donc l'année prochaine. Ça coûte très cher en taux d'intérêt parce que ça ponctionne les marchés financiers, donc c'est de l'argent moins cher de disponible. C'est moins d'argent moins cher de disponible sur les marchés, y compris pour les particuliers. Et deuxièmement, c'est quand même une façon d'hypothéquer, si je puis dire, les générations futures, parce qu'il faudra bien la rembourser, au moins en partie, et dans quelques années. Mais non, ça n'est pas hypothéquer les générations futures. Ce qui serait hypothéquer les générations futures, c'est de refuser d'avoir un déficit raisonnable et en contrepartie de refuser de construire les écoles, les hôpitaux dont nous avons besoin. Ça, c'est hypothéquer les générations futures. Mais prendre l'argent qui est nécessaire pour la formation, pour la sécurité sociale, à différents endroits du système de l'organisation de la société, c'est tout le contraire d'hypothéquer les générations futures. Alors reconnaissez que de toute façon, ça freine quand même la baisse possible des taux d'intérêt en France. Par ailleurs, et ça m'amène une question sur l'Allemagne dont parlait Alain Duhamel tout à l'heure, on sait très bien que les Allemands ne veulent pas baisser les taux d'intérêt. Nous sommes pris dans un étau, aussi bien du point de vue interne en raison du poids de la dette que d'un point de vue externe du fait de notre relation avec l'Allemagne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'on est dans un piège dont on n'arrive plus à sortir? On a une difficulté. On a une difficulté qui est que notre volonté, partagée d'ailleurs avec un certain nombre de nos partenaires, de construire l'Europe, fait qu'on est un peu dans l'entre-deux. On ne peut plus faire ce qu'on veut chez nous, parce que les économies sont beaucoup plus interpénétrées qu'elles l'étaient dans le passé. Et on n'est pas encore autour d'une table à partager ensemble la souveraineté qui consisterait à décider ensemble des taux d'intérêt. On est dans l'entre-deux, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut aller le plus vite possible vers la phase supérieure, la phase où on sera tous autour d'une table, avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Belges, à décider ensemble des taux d'intérêt, plutôt que de voir les Allemands les décider sans nous et, dans une certaine mesure, nous, d'être obligés de suivre. Je constate quand même que depuis quelque temps, les taux d'intérêt sont plutôt à la baisse, mais vous avez quand même raison, ils sont trop élevés, et la voie pour échapper à ça, c'est bien sûr une monnaie qui sera une monnaie européenne. C'est pour ça qu'il faut aller plus vite dans la construction européenne. Vous croyez que les Allemands sont d'accord avec vous? Ils l'ont accepté. C'est d'ailleurs... C'était avant la réunification, ça a changé depuis. Non, les Allemands ont fait un don, une offrande à la construction européenne formidable en acceptant justement que ce qui était leur arme principale, le Deutschmark, devienne quelque chose qui soit partagé avec les autres. Nous avons aussi des efforts à faire. Chacun doit faire de son côté des efforts. Mais l'effort allemand, il est clair, et ils l'ont accepté, et à aucun moment, j'ai le sentiment qu'ils soient revenus. Et nous, on leur donnera quoi en échange? Nous avons un certain nombre de difficultés dans la construction européenne. Vous parliez tout à l'heure de la PAC, ou c'était peut-être Alain Duhamel, en disant nous avons fait cette réforme de la PAC au printemps dernier, elle est difficile pour nos agriculteurs. Oui, elle est difficile pour nos agriculteurs. Nous avons fait en sorte qu'elle soit la moins douloureuse possible. Nous avons mis en échange en place des compensations. Il reste qu'elle est douloureuse pour nos agriculteurs. Et c'est un effort que la France a accepté pour participer à la solidarité européenne. Dernière question prospective. Oui. Supposons que vous gagnez les élections de 93. Bonne hypothèse. Qu'est-ce que vous envisagez comme mesure que vous n'ayez pas pu prendre à la date d'aujourd'hui? Et question, si vous prenez telle ou telle mesure, pourquoi ne pas la prendre dès maintenant? Je crois qu'il y a plusieurs pistes dans lesquelles il faudra quand on aura gagné les élections, il faudra qu'on aille plus fort qu'on l'a été jusqu'à maintenant. D'abord, il y a tout ce qui concerne le partage du travail. C'est un thème qui a eu mauvaise presse pendant un certain nombre d'années et que nous avons trop laissé de côté. On avait commencé en 82 et puis on l'a trop laissé de côté. Chacun comprend bien pourtant que quand il y a des progrès techniques, il faut bien d'une manière ou d'une autre que le temps de travail diminue. Ça s'est fait depuis un siècle. Il faut que ça continue. Avec réduction du salaire. Depuis un siècle, l'introduction du progrès technique a fait qu'on a travaillé sur l'ensemble de la vie moins qu'avant. Plus de retraites, plus d'études, durée hebdomadaire qui diminue, etc. Ça, il faudra avancer. Il faudra aussi qu'on avance considérablement sur les banlieues.
les banlieues, on s'en est beaucoup préoccupé. C'est un problème assez nouveau qui a émergé. On n'a pas encore fait l'effort nécessaire sur le temps de transport qu'il faut pour aller de Paris à la banlieue parisienne, par exemple, pour travailler tous les matins ou rentrer tous les soirs. Là, il y a des efforts à faire qu'on n'a pas su faire encore suffisamment. Ça fait des éléments de programme. Vous ne me laissez pas le temps, visiblement, d'aller plus loin. Non, on va s'arrêter là. Yves Messarovitch, merci. On enchaîne avec Jean-Marie Colombani, mais vous pouvez continuer votre pensée sur les villes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer à agrandir les villes comme on le fait actuellement, ajouter la banlieue à la banlieue éternellement? C'est un problème qui est posé. Jean-Marie Colombani. C'est une question, non? Non, bon. Pas du tout. Bien, la Cour de cassation vient de renvoyer Paul Touvier devant la justice, puisqu'elle a saisi la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles. Mais pour le seul massacre de Rieux-la-Pape, d'une part, et d'autre part, en refusant de se prononcer sur la nature du régime de Vichy. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir ce que vous inspire cette décision de la Cour de cassation. D'abord, un grand soulagement. Vous savez que la tradition, c'est de ne pas commenter les décisions de justice. Il reste qu'il y a c'est une tradition peu respectée, donc vous pouvez y aller. Oui, et parfois même, il est heureux qu'elle n'ait pas été respectée, parce que je crois que le mouvement d'opinion qu'avait suscité le premier arrêt n'est pas sans conséquence sur ce qui vient de se passer. C'est parce que la société a bougé, la société a trouvé inadmissible le non-lieu dont Touvier avait bénéficié, que finalement celui-ci a été au moins partiellement cassé. Donc c'est un grand soulagement de voir qu'une des pages les plus noires, les plus indignes de notre histoire se voit sanctionnée par la justice, et sans doute l'instruction qui va être conduite sur le massacre de Rieux-la-Pape mettra en lumière le rôle que chacun connaît maintenant, mais qu'il faut rappeler, parce que le souvenir de ce qui s'est passé, c'est quand même dans une certaine mesure la garantie que cela ne revienne pas. Rappelez donc comment la police française a participé de façon complice et même soumise, et parfois volontairement soumise, à ce que l'occupant nazi lui demandait. Et aggravante. Vous avez raison, et aggravante. Alors au chapitre du souvenir, beaucoup de vos amis politiques se sont émus d'une attitude du président de la République, qui était le dépôt de gerbes au maréchal Pétain le 11 novembre dernier. Et ici même, à votre place, Henri Emmanuelli a évoqué une différence de génération, en gros, entre le président de la République. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui avaient ressenti cette différence de génération entre eux et le président? J'ai dit dans les jours qui ont immédiatement suivi que pour moi c'était peu compréhensible, que le Pétain du Veldiv avait effacé le Pétain de Verdun, et que par conséquent je ressentais pour moi difficilement le fait que l'on puisse d'une quelconque manière honorer la mémoire de Pétain. Depuis, j'ai entendu le président de la République dire qu'il allait prendre une initiative. Alors, le Premier ministre l'a confirmé hier soir. Quel type d'initiative souhaitez-vous vous-même, à moins que vous n'ayez une idée de cette initiative, puisque vous étiez avec le président de la République en Israël? Oui, non, je n'ai aucune idée de l'initiative qu'il entend prendre, et je prends acte du fait qu'il va la prendre. Je peux simplement dire que pour moi, à titre personnel, je crois que le nom de Pétain est indissolublement lié au massacre des populations juives en France, et que j'ai beaucoup de mal à lui accorder un quelconque crédit, même si c'est le héros de Verdun. Et par rapport à ceux qui disent que la République n'était pas concernée, puisque en effet la République s'est arrêtée avec l'État français, elle n'a repris qu'à la Libération. C'était une parenthèse dans la République. Voilà, vous considérez que ce n'est pas la République qui est en question, mais que la France doit en quelque sorte demander pardon, peut-être comme on l'a fait pour les victimes du sang contaminé. C'est une argutie juridique. C'est vrai que l'État français de Pétain est le contraire de la République dans ses valeurs, dans ce qu'il voulait faire. Il reste que c'est quand même la France et que c'est quand même une tâche sur la France. Bien, on va parler un peu politique. Et que l'Allemagne nous donne des leçons d'ailleurs dans ce domaine-là. Oui. On enchaîne, Jean-Marie. Oui, je ne vais pas vous demander comment vous allez gagner les élections, ni même si vous allez les gagner. Si vous ne me demandez pas, je ne peux rien dire, mais je vais quand même vous dire. Je vais d'abord faire une remarque. Alors faites. Parce que vous êtes membre d'un gouvernement dont les membres, manifestement, ne se bousculent pas au portillon pour aller se battre devant les électeurs, donc pour aller devant les électeurs rendre compte de leur action. Écoutez, il y a dans un gouvernement des membres qui sont des élus et d'autres qui ne le sont pas. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, je crois que tous ceux qui sont des élus se représentent, d'autres qui viennent d'autres horizons n'ont pas obligatoirement envie de se présenter devant les électeurs. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est votre question que vous n'avez pas voulu me poser, mais si vous me permettez, je vais quand même y venir, c'est de savoir comment on va faire pour gagner les élections. Alors aujourd'hui, il est clair que les sondages ne donnent pas exactement cette indication-là, et les meilleurs commentateurs que vous êtes, messieurs, ne nous prédisent pas une victoire éclatante. Moi, je crois quand même que 4 mois de campagne, c'est 4 mois pendant lesquels beaucoup de choses peuvent changer. Et si je ne dirais pas aujourd'hui que je suis sûr qu'on va gagner les élections parce que vous me prendriez pour un doux rêveur, je veux vous dire que si on se bat sur ce qui a été fait et qu'on a un peu tendance quand même à oublier, si on explique
ce que les autres veulent faire. Parce que la droite, aujourd'hui, n'a pas beaucoup de programme. Moi, je suis très frappé de voir qu'un an avant 86, il y avait eu des assises de l'opposition, un programme, etc. Aujourd'hui, c'est calme plat, silence, personne ne dit rien. De temps en temps, tel ou tel dit quelque chose, mais il n'y a pas de programme officiel, peut-être parce qu'ils ne veulent pas trop dire ce qu'ils voudraient faire. Quand on aura expliqué, rappelé aux Français ce que c'est que la droite au pouvoir, ce que c'est que la gauche au pouvoir, je suis convaincu que les résultats ne seront pas ceux qu'on anticipe. Mais il faut quand même dire ce que vous préparez, vous. Vous n'allez pas compter uniquement sur vos adversaires. On va y venir. J'espérais bien que vous me posiez la question. Alors on va y venir. Mais attendez, d'abord, je voudrais savoir s'il vaut mieux se battre pour gagner les élections, ce qui paraît en effet un doux rêve, comme vous venez de le dire, ou bien s'il ne faut pas, comme certains de vos amis vous le suggèrent, il y a ici à la main qui a écrit dans une revue du Parti socialiste, partez, messieurs, partez. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre acte que la cure d'opposition, ça a du bon, et qu'à ce stade de votre histoire, vous avez besoin d'une cure d'opposition? Je crois que c'est une manière intelligente de prendre le problème, mais qui n'est pas la manière d'un homme politique. Moi, je ne me bats pas pour savoir s'il vaut mieux que je gagne ou pas que je gagne. Je me bats pour défendre les idées auxquelles je crois. Et je crois d'ailleurs que c'est la meilleure manière de gagner. Donc je défends mes idées, je défends mon bilan, et si je gagne, c'est qu'en effet les électeurs ont reconnu qu'il vaut mieux que je continue à rester au pouvoir. Si je perds, il faudra que je tire les leçons de ce que les électeurs auront décidé. Mais je ne crois pas qu'il faille se poser la question à l'avance, de façon presque stratégique, de savoir s'il ne vaudrait pas mieux perdre. Bien, alors aujourd'hui on parle plus du PS, on parle d'une alliance pour le progrès. Mais pour faire une alliance, il faut être plusieurs. Alors vous allez vous allier à qui? L'alliance en question comprend des partis ou des mouvements politiques qui traditionnellement ont été proches des socialistes, je pense. Enfin, c'est surtout aux écologistes que tout le monde pense lorsqu'on évoque cette alliance. Alors faut-il s'allier aux écologistes? Les radicaux de gauche quand même, un petit peu. D'accord. Hein? Oui, vous êtes bien méprisant pour les radicaux de gauche. Je ne suis pas méprisant du tout, mais je constate que le radicaux de gauche ne vous fourniront pas l'appoint nécessaire. Là, le problème de l'alliance se pose avec les écologistes, vous êtes d'accord? Et comment voyez-vous d'ailleurs ce problème? J'aime bien ce que disent les écologistes. Je crois qu'ils mettent le doigt sur des problèmes qu'on a trop peu traités. On, c'est tout le monde, c'est aussi bien la droite que la gauche de ce point de vue-là, et qu'on commence à prendre en compte de façon de plus en plus active. Le ministre de l'Industrie que je suis se préoccupe beaucoup plus sans doute que mes prédécesseurs, mais je ne leur en fais pas grief, je crois que c'est l'évolution des temps, de ce que l'industrie française est une industrie moins polluante, de récupérer les déchets, on a mis en place des structures pour ça, bref, ça bouge, et sans doute assez largement sous la pression des écologistes. Ça, c'est la partie positive. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas le moins bien placé pour parler aux écologistes, compte tenu du fait que vous êtes un ministre qui a récemment donné tort à son collègue de l'environnement sur l'affaire des déchets australiens et qui vient de signer pour l'usine de La Hague un nouveau contrat de retraitement de combustible en l'espèce du combustible américain qui viendra s'ajouter au combustible japonais? On n'a signé aucun nouveau contrat, on a simplement traité ce qui existait. Mais pour ce qui est du problème précédent, je crois que vous avez raison de dire que je suis un ministre qui est particulièrement préoccupé des questions d'environnement. Prenons l'exemple du pyralène, puisque c'est ça qui avait un peu secoué. Il n'a pas dit exactement ça. Il a dit vous êtes le ministre qui a contré la ministre de l'Environnement. Non, mais ça c'est un débat naturel au sein du gouvernement. Chacun remplit son rôle. Ce qui est important, c'est que la France, qui plus que d'autres pays est capable de traiter des déchets, doit le faire. Sinon, ces déchets, ils restent. Il faut savoir, l'écologie est un problème mondial, ce n'est pas un problème franco-français, ça ne s'arrête pas aux frontières. Par conséquent, si nous avons plus que d'autres la capacité de faire des choses, ça serait criminel de ne pas le faire et de laisser, c'était le pyralène, de laisser ce pyralène tout seul à l'extérieur. Il vaut mieux le retraiter. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on autorise le retraitement de ce pyralène en France. Évidemment, à terme, il vaudra mieux que ceux qui l'utilisent, en l'occurrence les Australiens, le traitent chez eux. J'en suis tout à fait d'accord, les organisations écologistes ont raison de ce point de vue-là. Mais tant qu'ils ne sont pas capables de le faire chez eux, vaut mieux le faire chez nous que de ne pas le retraiter du tout. Et en ce sens, je crois que la France est un pays qui a des industries de l'environnement que je soutiens beaucoup et où on a organisé des regroupements pour faire des géants mondiaux de traitement des déchets, des géants mondiaux du traitement de l'eau, à des industries de l'environnement donc particulièrement puissantes. Et donc, cette préoccupation qu'ont les écologistes, je la partage totalement. Là où le problème politique se pose, c'est que je ne crois pas que l'écologie, c'est une réponse à l'ensemble des questions que la politique pose. Questions nouvelles? Oui. L'ensemble des questions? Non. Par exemple, quand on se pose un problème sur le fait de savoir si il convient ou non que des forces militaires interviennent en Bosnie pour séparer les Serbes et les Bosniaques, on peut essayer de répondre à cette question à partir d'une analyse politique, mais on ne peut pas y répondre à partir de critères qui relèvent de l'écologie. C'est pourquoi, si j'ai beaucoup de sympathie pour ce que disent les écologistes, je ne crois pas que l'on puisse, comme ils le souhaitent eux-mêmes, et je crois qu'ils se trompent, c'est pour ça que je ne suis pas écologiste, je ne crois pas qu'on puisse, comme ils le souhaitent eux-mêmes, dire que c'est une explication générale et que donc ils vont remplacer les forces politiques dans ce pays. En un mot, est-ce que vous croyez à un accord politique en bonne et due forme entre votre formation, le Parti socialiste, et les écologistes, ou bien est-ce que vous pensez que chacun ira à la bataille
séparément. Et que dans votre circonscription, vous vous retrouverez face à peut-être au maintien d'un candidat écologiste au second tour. Nous allons avoir ce test-là. De nombreux électeurs écologistes sont des électeurs qui ont été des électeurs de gauche, voire des électeurs du Parti socialiste. Ils se présentent, la plupart des écologistes, pas tous, la plupart, comme des hommes et des femmes de progrès, qui veulent le changement du monde dans lequel ils vivent, qui veulent le progrès comme nous le souhaitons. Pas obligatoirement tous préoccupés des mêmes problèmes, mais allant dans le même sens. Alors on va bien voir, justement. Et si, en effet, ils sont sur les positions qu'ils annoncent, alors je ne doute pas que d'une manière ou d'une autre, ensemble, nous trouverons des modalités, notamment au second tour des élections, pour que nous fassions barrage à quelque chose que nous combattons, qui est le conservatisme. Parce que, en dépit de ce que disait François-Henri de Virieu dans sa présentation tout à l'heure, que je n'ai pas voulu interrompre, il y a quand même une certaine farce à voir un certain nombre d'hommes de droite se présenter aujourd'hui comme les tenants de la réforme, et même les promoteurs de la réforme. On y vient justement parce que je voulais revenir à la présentation de François-Henri tout à l'heure et reprendre très exactement la distinction qu'il faisait. Il disait tout à l'heure, la morale, elle s'est perdue, la réforme, aujourd'hui, c'est baladure, et l'aspiration à la justice sociale, elle est portée par Pasqua Séguin. Donc, question centrale, qu'est-ce qui vous reste pour affirmer une identité de gauche? Mais avant que vous ne répondiez à cette question qui me paraît essentielle, je voudrais revenir d'un mot sur la morale. Quand vous apprenez par la presse qu'une information est ouverte, que quelqu'un est inculpé, qui a été directeur de cabinet d'un ministre, et qu'il s'agit du point de savoir s'il y a eu ou non commission sur l'attribution de scanners pour les hôpitaux, comment vous réagissez? Est-ce que vous vous sentez, je ne sais pas, un minimum solidaire de ceux qui ont... Je réagis d'abord en évitant toute réaction sans savoir ce qu'il y a sur les faits. C'est-à-dire je ne sais pas si ces faits sont vrais ou pas. Il ne suffit pas qu'un monsieur, en l'occurrence M. Tragère, dise des choses pour qu'on l'accepte pour argent comptant, comme il ne suffit pas que M. Balladur écrive un dictionnaire de la réforme pour qu'il soit réformateur. Bon. Si en revanche la justice qui se saisit du dossier prouve qu'il y a eu des malversations, alors je ne me sentirai évidemment pas solidaire de ceux qui ont fait ces malversations. Mais pour le moment, je vois beaucoup d'inculpations et pas encore beaucoup de preuves apportées, donc je suis réservé. Bien, donc venons-en à la réforme et à la justice sociale portée par d'autres. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui pour affirmer, pour vous différencier, pour affirmer une identité de gauche? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une identité de gauche? Non, mais portée vis-à-vis de l'opinion, je veux dire, il ne porte pas de jugement sur le fond. M. Pasqua écrit un texte où il avance une politique sociale que pour autant il a récupéré tout ce qui est l'idéologie sociale dans ce pays. Écoutez, c'est une farce de dire ça. Quand, depuis 10 ans... C'est peut-être parce que vous avez laissé le terrain social libre. Nous l'avons pas laissé. Celui de la réforme, que vous l'avez laissé en jachère, si j'ose me permettre. Nous ne l'avons pas laissé libre, mais sans doute nous n'avons pas fait assez, ça je suis assez d'accord avec vous. Mais quand, depuis 10 ans, toutes les lois sociales, qu'il s'agisse de la retraite à 60 ans, qu'il s'agisse de la 5e semaine de congé payé, qu'il s'agisse de l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, qu'il s'agisse du RMI, pour éviter les exclusions, toutes ces lois, bien d'autres encore, ont vu la droite voter contre. Est-ce qu'on peut dire qu'après avoir voté contre pendant 12 ans toutes les réformes qui allaient dans le sens d'une amélioration des problèmes sociaux dans ce pays, on est aujourd'hui légitime pour être ceux qui prônent la réforme et ceux qui disent « nous avons récupéré le problème social ». Ça, c'est votre jugement sur la droite, c'est l'opposition, donc on comprend que vous portiez ce jugement. Mais vous-même, qu'est-ce qui va vous distinguer? En quoi est-ce que vous êtes porteur d'une identité dite de gauche? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand dans un pays... on dit il faut d'abord gagner de l'argent. Et puis ensuite, on distribuera ce qu'il y a en excédent à ceux qui en ont besoin. On défend assez largement, je crois, une idéologie de droite. Mais quand on dit, pour que ce pays soit capable de mieux se battre, de gagner de l'argent, justement, que les entreprises vivent, il faut qu'on tienne compte en amont des problèmes de participation des individus, de cohésion sociale. On défend, alors je crois, une idéologie de gauche. Et si cette différence-là demeure, et elle demeure, alors il n'y a pas de confusion entre la gauche et la droite. Moi, je constate aujourd'hui que les pays dans lesquels cette cohésion sociale existe, dans l'entreprise ou dans le pays, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Allemagne, sont les pays qui s'en sortent le mieux. Et qu'à l'inverse, les pays, ça a été les États-Unis de Reagan, ça a été l'Angleterre de Mme Thatcher, dans lequel
on faisait fi de la cohésion sociale, on disait ça viendra de surcroît. Après, quand on aura résolu les autres problèmes, ce sont les pays qui se sont enfoncés. Est-ce qu'on sait que depuis le début des années 60, où nous étions à peu près à égalité, le pouvoir d'achat entre la France et l'Angleterre a évolué de 20% de différence. Nous sommes 20% au-dessus. C'est parce que nous sommes un pays dans lequel on a toujours plus mis l'accent sur la cohésion sociale. Et ça, c'est l'idéologie de gauche. Moi, je crois que tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Et tout ce que nous pouvons faire dans ce domaine-là, c'est justement d'aller plus loin que nous l'avons fait pendant les 10 ans. Et on peut nous reprocher de ne pas avoir été assez loin. J'accepte très volontiers cette critique, elle est vraie. Nous devons aller plus loin dans tout ce qui fonde cette cohésion sociale. C'est pour ça que je parlais des banlieues tout à l'heure. À ce stade, il me reste une question. Oui. À ce stade de l'histoire des socialistes, etc., est-ce qu'il n'est pas temps de mettre la clé sous la porte et de changer les choses, de fermer le Parti socialiste et de faire autre chose? Est-ce que dans quel camp vous rangez-vous? Dans ceux qui considèrent que quelques amendements à la situation du PS suffiront, ou est-ce qu'il faut remettre les choses à plat et repartir autrement? Depuis que je m'intéresse à la politique, j'ai vu la droite prendre le nom de RPF, de UNR, du DR, alors il y a aussi le PR, puis il y a le CDS, maintenant il y a l'UPF. Tout ça, ce sont des habits d'arlequin pour cacher la même chose. Le PS, lui, a gardé son unité. Mais ça ne change rien au fond. Il y a d'un côté des positions qui sont des positions de droite, de l'autre côté qui sont des positions de gauche. La différence entre les deux, chacun la sent bien. Et moi, si je devais la dire d'un mot, ça serait bien sur cet accent mis sur la cohésion sociale et sur la solidarité. Et l'outil dont on se sert, l'outil politique, le parti politique, pour pouvoir mettre ça en œuvre, importe peu. Ce qui compte, c'est d'avoir bien clair en tête ce que sont les objectifs politiques que l'on veut poursuivre. Voilà, c'était l'heure de vérité de M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur.